Ça a déjà été largement évoqué au cours des différents topos. On va passer aux complications veineuses, cette fois-ci au Dr Beuret. Alors bonjour, moi je suis infectiologue à la clinique Sainte-Clotilde et on m'a chargé en fait de vous faire les complications veineuses chez les toxicomanes et leur prise en charge. Alors du coup on va faire deux parties, une partie sur les complications infectieuses que sont les thrombophllébites, les bactériamies à Staphylococcus aureus et à Candida, ainsi que les endocardites, et des complications non infectieuses, surtout les thromboses veineuses profondes, l'insuffisance veineuse chronique et le syndrome de Popeye dont on a déjà parlé. Donc on va commencer par la thrombophlébite suppurée, c'est assez fréquent parce qu'ils ont un réseau superficiel qui est thrombosé par les nombreuses injections. Le premier agent retrouvé, c'est Staphylococcus aureus méties, derrière le streptocoque. Les complications sont assez classiques, c'est l'embolie pulmonaire septique et l'endocardite du cœur droit. Il est parfois nécessaire de recourir à une chirurgie s'il y a un risque embolique qui est majeur ou s'il y a persistance de la bactériémie. Le traitement habituel de ces thrombophllébites suppurées, c'est 4 à 6 semaines d'un traitement antibiotique associé à un traitement anticoagulant. Auparavant, on traitait ces thrombophllébites par 4 semaines de traitement IV comme les endocardites du cœur droit. Et puis, il y a eu un papier qui a montré qu'un traitement plus court de 14 à 21 jours IV pouvait être suffisant avec un relais Péros. Et on verra plus tard que les relais précoces maintenant peuvent être réalisés. Sur les bactériamies à Staphylococcus aureus, il y a une cohorte française de 2015, très bien faite, qui nous disent que c'est très fréquent finalement. Il y a 125 000 cas en France, qu'il y a beaucoup de localisations secondaires dans 36% des cas et des endocardites dans 11% des cas. La mortalité à 12 semaines est très élevée puisque c'est 32% si on n'a pas d'endocardite et quasiment 40% s'il y a une endocardite associée. Et là, on apprend en fait que les usagers de drogues injectables ont un facteur de risque d'avoir une endocardite, puisque 38% qui étaient porteurs d'une bactériémie vont faire une endocardite par la suite. Au niveau de l'écologie, il y avait du Staph aureus méties, mais aussi quand même du SARM, 19%, 9,8% en communautaire et 22% associés aux soins. On est loin en fait des États-Unis où ils sont à plus de 40% de SARM. La prise en charge d'une bactériémie à Staphylococcus aureus est classique chez le toxicomane comme chez tout le monde. Il faut faire des hémocultures de contrôle, il faut rechercher une complication. En tout cas, faire une échographie cardiaque, ça c'est obligatoire. Le traitement, il est assez conventionnel. 14 jours s'il n'y a pas de localisation secondaire, avec des molécules qui diffusent bien, comme la rifampicine et les quinolones. Initialement, on mettra un traitement par oxacilline jusqu'à ce qu'on ait éliminé l'endocardite. Pour les localisations secondaires, c'est 4 à 6 semaines selon la localisation. Ce relais précoce, il va nous éviter de mettre une voie veineuse centrale chez le toxicomane qui est difficile à maîtriser. Le deuxième germe très fréquemment retrouvé, c'est le candida, avec des candidémies qui étaient très fréquentes dans les années 70 où on diluait l'héroïne avec le jus de citron. Et puis finalement, les candidémies ont beaucoup disparu. Et dans la cohorte américaine du Massachusetts, on voit finalement en noir que les utilisateurs de drogues injectables ont une recrudescence de candidémies ces dernières années. Alors la population était beaucoup plus jeune évidemment, ils étaient plus co-infectés à VIH et puis ils avaient plus de bactériémies, notamment à staphylocoque dans les 6 mois avant. Ils sont plus sujets à faire des complications de type endocardite ou ostéomyélite, mais ils ont une mortalité identique. Donc ils se sont posé la question de savoir pourquoi ils avaient plus de candidémies que les autres. C'est parce que probablement ils ont une colonisation cutanée différente et on voit effectivement qu'il y a une modification de la répartition des candidats puisqu'il y a moins de candidats albicans que dans la population générale, mais plus de glabata et de parapsilosis qui eux sont plus résistants et c'est pour ça que les nouvelles recommandations de l'IDSA recommandent de mettre plutôt de la caspofongine, une échinocandine, plus que du triflucan. Donc, si on en revient aux complications des bactériémies, ça va être l'endocardite du cœur droit. On a ici un très beau papier qui reprend en fait les traitements oraux des endocardites sur cœur droit chez les toxicomanes. Il y avait beaucoup de Staphylococcus aureus méties, majoritairement des toxicomanes associés au VIH. Le traitement habituel, c'était quand même 2 semaines par voie IV, et sinon, s'il y avait des complications, on faisait 4 à 6 semaines. Oui, mais c'est une population assez particulière, puisqu'on peut faire un relais précoce Péros à base de Ciflox et de rifampicine chez ces personnes, avec une première étude Princeps en 1989, où il y avait plus de 77% de guérison.
Et la deuxième étude qui est encore mieux faite, en 1996, il y avait 2 bras, un bras IV, un bras Péros, et ils avaient plus de 90% de guérison dans les 2 groupes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait moins d'effets secondaires dans le bras oral. Et il y a un nouveau médicament qui est apparu, la dalbavancine, qui nécessite en fait, qui est actif sur le staph métiès et métillaire, mais qui nécessite uniquement 2 perfusions pour guérir les patients. Et chez les toxicomanes, ça a son intérêt. Sur les endocardites du cœur droit à candida, c'est évidemment une complication de la candidémie, mais la mortalité est très élevée puisque c'est plus de 50% des patients qui vont décéder. Le traitement médical est important, certes, par amphotericine B liposomale ou une échinocandine à forte dose, mais ce qui est très important, c'est le traitement chirurgical. Et si on ne peut pas opérer ces patients, il va falloir les laisser sous traitement à vie par azolé pour éviter les récidives. Alors, est-ce qu'il faut opérer les patients toxicomanes des endocardites? Quand on voit dans les recommandations américaines de Circulation, ils préconisent, eux, plutôt d'essayer d'éviter la chirurgie chez ces patients. Mais d'une façon très récente, au mois d'octobre, il y a un papier qui a étudié la mortalité post-opératoire chez les patients ayant été opérés d'une endocardite. Et il montre qu'en post-opératoire précoce, les toxicomanes avaient la même mortalité que la population générale. En revanche, sur la mortalité tardive, les études étaient assez discordantes. Sur les complications non infectieuses, on va s'intéresser surtout aux thromboses veineuses profondes, parce qu'on sait que les toxicomanes sont plus à risque de faire des thromboses veineuses profondes. Ils ont beaucoup de facteurs prédisposants. Ils ont des lésions traumatiques de la veine suite aux injections. Ils ont des injections de particules insolubles. Et comme dans la population générale, les femmes vont être plus à risque que les hommes. La localisation préférentielle de ces thromboses va être surtout en fémoral et en iliaque, parce qu'ils vont s'injecter au niveau du creux inguinal. Et ces thromboses veineuses profondes vont apparaître assez tardivement dans la toxicomanie, parce qu'ils vont d'abord épuiser le réseau des membres supérieurs avant d'aller aux membres inférieurs. Ces patients vont faire moins d'embolie pulmonaire que dans la population générale. Ils vont quand même avoir beaucoup de complications, mais surtout des œdèmes. Et le traitement recommandé, on y reviendra après, mais on est plutôt sur du 3 mois. Quand on interroge les toxicomanes, il y a 22% de la population qui ont déjà eu une thrombose veineuse profonde dans leur vie. Ils ont des hospitalisations qui sont plus fréquentes, ils ont une durée moyenne de séjour qui est plus longue, et surtout, ils ont plus de récidives, 31,6% dans les 6 mois. Alors, est-ce que les drogues ont un effet prothrombotique? On retrouve dans la littérature que oui, a priori, que ce soit les opioïdes, la cocaïne ou les amphétamines, ça augmenterait l'agrégabilité plaquettaire. Alors cette diapo, elle résume très bien comment on arrive à une thrombose veineuse profonde chez le toxicomane. Donc ça reprend les facteurs de risque, notamment le temps d'addiction supérieur à 6 ans, l'injection au niveau du creux inguinal, les facteurs socio-économiques. Et on voit qu'ils ont une stase veineuse plus importante parce qu'ils ont déjà fait des thromboses veineuses auparavant et qu'ils ont aussi une insuffisance veineuse plus importante, donc ils marchent moins. Ils ont aussi la paroi des veines qui est inflammée à cause des multiples injections et aussi à cause des anciennes thromboses. Ils ont aussi une altération au niveau du sang puisqu'ils s'injectent des particules qui ne sont pas micro-solubles et que la drogue en elle-même a un effet prothrombotique. Donc tout ça aboutit finalement à une thrombose veineuse profonde. Alors quel traitement on va faire ? Un anticoagulant, c'est sûr, associé à une compression veineuse, c'est sûr aussi, plutôt de classe 3, pendant au moins 6 mois dans les recommandations françaises. Dans la littérature, il est admis que les antivitamines K ne sont pas recommandées, parce que ça nécessite de faire des contrôles fréquents et qu'ils ont un accès veineux difficile. Et donc, il y a une littérature plutôt abondante sur l'utilisation des HBPM, parce qu'il n'y a pas de contrôle à faire et que finalement, ils peuvent se les injecter eux-mêmes, ou on peut faire passer une infirmière pour garder un lien social. La durée de traitement de ces thromboses veineuses profondes n'est pas très bien définie. Quand on regarde la littérature et une cohorte sur 20 patients, ils ont en fait été traités 7 semaines en moyenne par une HBPM, mais beaucoup avaient un œdème chronique de la jambe. Du coup, ils suggéraient de prolonger ce traitement de 8 à 12 semaines. Donc, quand on regarde dans les recommandations françaises, on voit que pour le traitement d'une thrombose veineuse proximale ou une embolie pulmonaire, il est recommandé d'introduire directement une héparine de bas poids moléculaire ou une nouvelle molécule anticoagulante. En ce qui concerne le traitement
c'est soit un traitement court de 3 à 6 mois, soit un traitement long non limité, avec ci-dessous les facteurs de risque décrits, mais on ne retrouve pas la toxicomanie comme facteur de risque. Ces patients, ils vont aussi faire plus d'insuffisance veineuse chronique, parce que quand on interroge une population de 204 personnes qui s'injectent majoritairement dans les jambes, ils ont une prévalence de 87% d'insuffisance veineuse chronique. Ils ont aussi 52% à un stade avancé. Et ces patients, ils vont aussi faire plus d'ulcères, parce que quand on les interroge, il y a déjà 15% des toxicomanes qui ont déjà eu un ulcère contre 1% dans la population. Et c'est une population qui est beaucoup plus jeune. Encore une fois, les femmes sont plus à risque que les hommes. Tout ceci a un coût financier parce que c'est long à guérir et ça entrave la qualité de vie des personnes. Le syndrome de Popeye, on en a déjà parlé. Le Puffy Hand syndrome, c'est lié à un mésusage du subutex parce que c'est pas soluble et donc ça va altérer le retour veineux et le retour lymphatique et donner ces œdèmes qui sont irréversibles et qu'on traitera simplement par contention veineuse. Donc en conclusion, on peut dire que les thromboses septiques, les bactériamies, les endocardites à staph, on peut les traiter avec un relais précoce oral maintenant, qui a une nouvelle molécule, la dalbavancine, qui est très intéressante et on peut les traiter simplement en 2 injections, que les candidémies sont en recrudescence et qui entraînent des complications à type d'endocardite du cœur droit et que pour l'instant, on sait que le pronostic à court terme de ces patients est bon. On ne sait pas encore sur le long terme. En tout cas, c'est des candidats qui sont plutôt résistants. Il faut utiliser des échinocandines. Les thromboses veineuses profondes sont donc plus fréquents que dans la population générale, mais ils arrivent assez tardivement dans l'histoire de la toxicomanie. Les hospitalisations sont plus fréquentes, il y a plus de récidives, ils ont des multiples facteurs de risque. On les traitera au moins par 3 mois d'anticoagulants associés à une contention veineuse. Ils sont aussi beaucoup plus à risque de faire d'insuffisance veineuse chronique ainsi que des ulcères. Et malheureusement, le syndrome de Popeye est irréversible. Merci beaucoup pour cette présentation. Avez-vous des questions? Oui. Oui, voilà. Merci bien pour cette présentation. Est-ce que en fait, c'est une question que j'adresse à tout le monde. Est-ce que ce serait possible d'avoir les copies des présentations? Parce que finalement, s'il y a beaucoup de matière et on est là pour échanger beaucoup de choses, mais c'est trop rapide pour moi du moins. Et si c'était possible d'avoir les présentations et les diapos. Robin va. Ou alors remettre une clé USB éventuellement. Merci beaucoup. Oui, comme chaque année, donc à la fin du congrès, donc dimanche à 11h30, il vous sera remis une clé USB avec l'ensemble des topos et ainsi qu'une attestation de présence qu'il faudra garder pour l'année prochaine et ne pas me la redemander comme ça arrive très souvent. En dehors des diapos, moi j'ai une question à vous poser. Je ne vais pas parler de durée de traitement des thromboses veineuses profondes, mais en cas de thrombophlébite suppurée, enfin de thrombophlébite infectée. Alors, nous, en tant qu'infectiologue, on fait 4 à 6 semaines, en fait, la même durée que l'antibiothérapie. D'accord. Okay. Quelle que soit la localisation de la thrombophlébite. Quelle que soit la localisation. En fait, on considère que c'est le sepsis qui a entraîné la thrombose et donc on éradique la cause qui est le sepsis et donc on anticoagule de la même durée que l'antibiothérapie. Et on n'a pas d'indication à aller faire 3 mois d'antibiothérapie, donc on fait 4 à 6 semaines pour les recommandations. Mais c'est peut-être un tort, hein. Peut-être qu'il faut traiter plus longtemps que le traitement antibiotique. Et encore une question, surtout si on est à stade, vous utilisez beaucoup l'Arifan. Donc vous êtes plutôt HBPM sur des durées courtes d'anticoagulation de ce type-là pour éviter les interactions? Pour éviter les interactions avec la rifampicine. Oui, en plus ça a l'avantage de pouvoir faire passer une infirmière et puis même des fois les toxicomanes aiment bien s'injecter tout seuls et ils savent très bien faire les injections finalement. Et des fois ils préfèrent une injection plutôt que de prendre un traitement médicamenteux. Et sur les nouveaux anticoagulants, il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature chez les toxicomanes. Il y a quelques case reports qui l'utilisent, ça a l'air de plutôt bien marcher. Avec l'Arifan, vous aurez du mal. Hein. Oui, avec l'Arifan, c'est compliqué. D'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Nous sommes 3 modérateurs. Chacun va donner un petit peu son message important. Je vais commencer, c'est le plus simple. Pour moi, si vous avez une pathologie vasculaire chez un sujet jeune, je crois qu'il faut penser à la toxicomanie avant de dire que c'est une maladie au burger. Pas se droguer. Elle était facile celle-là. Moi, je voudrais remercier bien sûr tous les intervenants pour ces présentations très très complètes. Et de mon point de vue de médecin addictologue, rappeler qu'à mon sens vraiment ces complications quand elles se présentent, ça a été dit, mais le rappeler que cela doit être obligatoirement l'occasion d'une réévaluation naturellement de la problématique addictologique. Vous avez dans tous les hôpitaux des équipes de liaison addictologique qui peuvent aller dans les services, qui sont là pour ça. Là, il s'agit de problématiques complexes. Ce sont des patients qui ont pu arrêter une substitution. Ce sont des patients qui peuvent avoir une substitution qui n'est pas assez équilibrée, avec un dosage insuffisant. Et la prise en charge addictologique, elle peut apporter une valeur ajoutée tout à fait nette par rapport à ces problèmes. C'est aussi l'occasion pour nous, chez certains patients, de rappeler l'existence des mesures de réduction des risques avec la disposition dans les centres spécialisés de ce qu'on appelle les kits Steribox. Les kits Steribox, c'est des kits d'injection propres, avec des aiguilles propres, avec des filtres, avec en principe tout ce qu'il faut pour avoir une injection à risque réduit. Ces kits, ils sont disponibles dans les pharmacies en France pour 1 €. Il y a des préservatifs, il y a des petits manuels de prévention et ils sont disponibles gratuitement dans les associations. Dans la réduction des risques, il n'en existe que 2 en France. Vous avez les salles d'injection à risque réduit qui existent pour l'instant seulement à Strasbourg et à Paris, puisque la mise en place de ces salles en France a été problématique, alors que ce sont des établissements qui montrent leurs bénéfices. Il ne s'agit pas d'encourager les gens, bien sûr, à faire des injections. Il s'agit de faire en sorte que ces injections qui auront lieu de toute façon, au lieu qu'elles se passent dans des toilettes dégueu, dans des cages d'escalier, dans des conditions sordides, qu'elles se fassent dans des conditions vraiment les moins nocives possibles. Voilà ce que je voulais vous rajouter en vous remerciant. Merci. Merci à tous.